Comment ça va? Je vous dérange? Non? Tant mieux, parce que ce que je vais vous dire, ça va piquer un peu. Franchement, c'est pas une bonne nouvelle pour les Bleus. Hécatombe de piliers dans le 15 de France, juste avant la sortie de la liste des Bleus mercredi. Ça fait flipper pour le début du tournoi. Tout le monde dit on craint rien, le premier match, réception des Gallois. T'as déjà gagné un match international sans mêlée? Des nouvelles règles étaient testées ce week-end, notamment sur la protection du neuf. Elles sont censées fluidifier le jeu et protéger l'intégrité physique des joueurs, mais est-ce qu'elles vont pas totalement changer la donne sur les lancements de jeu en mêlée? Toulouse perd la première place de son groupe au profit de l'UBB. Est-ce que ça serait pas le tournant raté de la saison pour les joueurs de Toulouse? Je vais vous expliquer pourquoi. Match fou en Champions Cup, le Stade français qui était mené 21-0 en 18 minutes de jeu a totalement renversé la tendance, comme quoi on peut être 13e du top 14 et peut-être se qualifier en phase finale de Champions Cup. De l'autre côté, l'UBB a atomisé Exeter, Toulon a détruit les Harlequins, Castres s'amuse, pendant que le Racing et la SM ils ont pris des sacrés gifles. En résumé, certains clubs français sont vraiment impitoyables. Et enfin, une question qui revient souvent mais qui dérange, est-ce qu'on prépare sérieusement une Coupe du Monde sachant que nos internationaux ne jouent jamais dans l'autre hémisphère? En gros, ils sortent pas d'Europe. En 10 ans, c'est que la deuxième fois que Antoine Dupont va jouer dans l'autre hémisphère. Bienvenue à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On a pas mal de trucs à voir aujourd'hui, alors accrochez-vous. Allez, on commence par une info qui fait parler. Camille Chat va terminer sa saison au Loup. Pour rappel, il a été licencié par le Racing parce qu'il s'est pointé totalement ivre à un entraînement. Dur, surtout pour un joueur qui a tout donné à ce club pendant 11 ans. Mais il rebondit instantanément au Loup où il va devoir se réinventer, forcément. Et franchement, pour l'homme et le joueur, je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Quand on arrive à un point où quand tu es joueur de rugby professionnel, tu arrives ivre à un entraînement, alors à mon avis, il s'est pas foutu un carreau en se disant ouais je m'en fous, il est 6h du matin, je me fous un carreau. Il a dû sortir et oublier de se coucher, c'est juste ça. Mais je pense que le Racing avait quelques griefs contre lui et notamment apparemment c'était avant un match de phase finale où il a foutu un coup de poing dans la tronche de Abosi et Abosi n'a pas pu jouer le match de phase finale et à partir de là je pense que les choses se sont un petit peu envenimées entre le club et lui. On va voir s'il arrive à transformer ce coup dur en nouveau départ. Et là, je mets les pieds dans le plat pour casser un peu l'ambiance. Hécatombe de piliers pour le 15 de France. L'hécatombe continue chez les piliers bleus. Déjà qu'on n'était pas garni puisque tu avais Tatafou qui était blessé, Gros qui était blessé, Baye qui était en convalescence et qui était qui est en train de revenir tout simplement. Mais hier, ça s'est encore compliqué. Dans le match entre le Leinster et l'ASM, pendant la première mi-temps, Winnie Antonio est sorti sur blessure et Reda Wardi est aussi sorti sur blessure. Reda Wardi, à mon avis, c'est mort pour le tournoi parce que on m'a dit oui, ça a l'air moins grave qu'Antonio. Antonio, ça a l'air complètement râpé. Mais le problème, c'est Reda Wardi. Reda Wardi, quand on lui a touché ici, tu le vois qui fait ça queen comme ça. Et quand tu as les côtes flottantes ou les côtes qui queen, à mon avis, tu es out pendant au moins 2 semaines. Sauf si c'est une contusion. Bah, je pense qu'avec une contusion, le bonhomme il joue hein, quand tu vois comment il est dur au mal. En clair, ça pue du sboob. Alors ouais, tu peux me dire Gros et Tatafou, ils reprennent l'entraînement cette semaine et ils vont matcher ce week-end. Mais voilà la question. Est-ce que Fabien Galtier va oser appeler des joueurs qui n'ont pas rematché en club avec les Bleus? Parce que s'il fait ça, clairement, il se met les managers à dos. Mais s'il ne le fait pas, on va avoir des trous dans notre effectif sur les piliers. Bref, on va débriefer tout ça mercredi, bien évidemment. Je suis vraiment curieux de voir ses choix. Quand on connaît l'importance de la mêlée au niveau international, je pense qu'il va falloir serrer un peu les fesses sur les 2 premiers matchs. Et comme si ça suffisait pas, voilà la deuxième mauvaise nouvelle. On a Romain Buros, l'arrière du 15 de France, qui s'est fait mal au genou ou à la cheville, on sait pas trop. Quoi qu'il en soit, ça sent un peu le sapin pour le tournoi Destination. Au fait, l'arrière du 15 de France, c'est qui? C'est Buros, Ramos, Léo Barré et l'ouvreur. Aïe 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 aïe, ça on va en parler mercredi, je vais me faire un plaisir. Les nouveautés du week-end étaient concernant les règles qui étaient testées, notamment celles concernant les demi de mêlée et à renforcer leur protection lors des phases de jeu statiques et surtout à fluidifier le jeu. Plus précisément, les demi de mêlée bénéficient désormais d'une meilleure protection pendant les mêlées, les rucks et les mauls. Cette règle, elle empêche les joueurs qui ont participé à un ruck ou à un maul de venir intervenir directement sur le neuf. Et encore une autre règle, et c'est là qui a son importance, c'est maintenant sur les mêlées, le neuf n'a plus le droit de suivre la progression adverse. Donc quand ton neuf en attaque introduit le ballon, le neuf qui défend est obligé de rester sur la ligne de ses piliers ou de se mettre de l'autre côté sur la ligne des pieds du 8. Cette nouvelle règle, elle a pour but de fluidifier le jeu en favorisant en fait les éjections du neuf de manière à ce que le neuf il soit pas emmerdé, qu'il puisse faire des bonnes passes sans qu'on vienne le chicaner. Elle vise également à protéger l'intégrité physique des joueurs. Alors là, c'est du grand n'importe quoi, faut qu'on arrête de se foutre de notre gueule. Parce que explique-moi en quoi taper sur les bras du neuf au moment où il va faire la passe, tu le protèges. Au niveau amateur, je veux bien.
Quand tu as un arbitre qui est tout seul, le 9 il fait sa passe. Tout le monde a été mettre des grandes planches dans le dos du 9 pour pas qu'il soit présent, etc. Tu le plaques un peu à retardement. Mais au niveau national ou international, ça c'est pas possible quand tu as plusieurs arbitres et même avec tout ce qu'il y a. Parce que là, on passe son temps à trouver des facteurs atténuants sur des contacts à la tête, sur des impacts au niveau des articulations, des épaules, des genoux, etc. Et là, on va t'expliquer qu'en fait, taper dans les bras du 9, c'est pour préserver son intégrité physique. Oh, arrêtez de vous foutre de la gueule du monde là. Alors par contre, je vous le dis, ça va clairement nous arranger, hein, parce que les Irlandais, ils étaient maîtres en la matière. Tu avais les deuxièmes lignes irlandais là, à chaque fois, ils venaient, ils tapaient les mains du 9. Tu as des mecs comme Antoine Dupont, mais vas-y, c'est bon, laisse-leur de l'espace. Ils vont faire ce qu'ils veulent, mais clairement, ils vont faire ce qu'ils veulent, et tant mieux pour nous. Hein. Mais me dites pas que c'est pour préserver l'intégrité physique du joueur. Pour fluidifier le jeu, je veux bien, pour qu'il y ait plus de séquences de jeu, que le ballon se déplace plus, mais alors par contre, pas pour l'intégrité physique, non. Et c'est dommage, moi je trouve, pour la qualité du 9, parce que les 9 sont censés être des joueurs qui tiennent extrêmement bien la pression, qui sont techniques, qui sont rapides, etc. Mais là, en fait, tu vas leur retirer à ces mecs qui étaient capables de tenir la pression et de s'en sortir dans des situations pas faciles, tu leur retires ça. Et là où ça change beaucoup pour moi, c'est sur les mêlées. Sur les mêlées, les 9 étaient déjà des vrais attaquants, c'est-à-dire qu'ils attaquaient, ils étaient considérés comme des attaquants dans la ligne offensive, et donc toute la distribution qui en découlait dépendait de la façon dont ton 9 allait attaquer. Mais alors maintenant, ils ont le champ libre, mais total. Et est-ce qu'on va pas commencer à assister à avoir des 9 un petit peu plus denses et punchers? Parce que le 9 qui peut ramasser et qui a 5 mètres pour se lancer, mais laisse tomber, voilà le carnage. Honnêtement, moi je te fais des techniques à 10 mètres ou 5 mètres de l'embut adverse. Hein. Tuisova, il passe 9, il se décale d'un pas, le 8 lui lève le ballon et pouf! Allez, vas-y, Tuisova, va éclater le 9 adverse. Il est à noter que cette règle, comme les autres nouvelles règles testées, a suscité des réactions diverses parmi les joueurs et entraîneurs. Certains expriment du scepticisme quant à son application et son impact sur le jeu. Autant te dire que Antoine Dupont, il est content. Déjà qu'il n'avait pas besoin de plus d'espace pour s'exprimer, mais alors là, il va en avoir des masses. Tant mieux. Côté O'Gara, c'est un petit peu plus sceptique. Hein. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, parce que on n'a pas le recul pour le moment sur cette règle, mais je pense que c'est intéressant d'en discuter et surtout de prêter attention à comment vont se dérouler les matchs maintenant. Par exemple, tu vois, c'est Van qui perd sur la dernière action parce que le 9, du coup, a suivi l'introduction en mêlée. Il me semble que c'est ça. L'une des autres règles qui était testée ce week-end est la suivante. Sur un lancer en touche, si l'alignement adverse ne saute pas, si ton lancer n'est pas droit, eh bien, il n'y a pas faute, tu peux continuer à jouer. Je sais pas là-dessus, vraiment, c'est un petit peu pour moi comme si tu disais au buteur, en fait, les pénalités 22 mètres en face des poteaux, même si elles passent pas, on va compter les 3 points. En fait, ça fait partie de la fiabilité de tes joueurs au poste, de tenir sous pression avec du vent, de la flotte, etc. et de lancer droit. Enfin, je sais pas, c'est les règles du jeu. Alors oui, tu vas éviter un lancer pas droit, le fait que l'équipe adverse récupère une mêlée, mais au bout d'un moment, si tu l'as cabossé le talonneur adverse, qu'il est fatigué, qu'il n'arrive plus à lancer droit, c'est que tu as gagné ton pari. Est-ce que l'effet que ça va avoir, c'est pas que les équipes qui ne sautaient pas ou peu proches de leur embut, ce qui est normal, en fait, ne sautent plus du tout et s'organisent directement sur les ballons portés et qu'on ait du coup plus de phases de ballon porté sur lequel le 9 aura la possibilité de s'exprimer. Donc on va assister à mon avis à beaucoup plus d'essais à partir de ballons portés encore. En fait, je suis vraiment curieux de savoir comment est-ce que les équipes vont s'approprier ces nouvelles règles. Et en fait, ça fait 10 minutes que vous regardez la vidéo et vous n'êtes toujours pas abonné. C'est le moment de le faire et de mettre la petite cloche. Si vous me demandez pourquoi mettre la petite cloche, c'est tout simplement parce que si vous la mettez pas, des fois YouTube en fait ne vous préviendra pas qu'il y a une nouvelle vidéo qui est sortie. Et des fois, même si vous l'avez, vous le savez pas. Le duel au sommet pour la première place dans la poule 1 était entre La Rochelle qui recevait le Leinster. Ils ont perdu 16-14 et pourtant La Rochelle a commencé pied au plancher. Ils ont sevré le Leinster de ballon pendant 20 minutes. Ils se sont imposés des séquences où ils ont décidé de ne pas prendre les points. Ils allaient en touche, ils prenaient la mêlée. Au bout d'un moment, ils se sont résolus, ils ont pris les points. Mais du coup, on note quand même une incapacité à marquer du côté de La Rochelle sur ces temps forts en début de match. Alors que le Leinster, à contrario, première séquence qu'ils font, ils te mettent le feu, tout. On connaît le jeu des Irlandais avec leurs blocs, etc. Ça va extrêmement vite, c'est huilé. Et ils marquent sur leur première possession quasiment, ils marquent au bout de 20 minutes. Le match était extrêmement tendu avec beaucoup d'intensité et c'est l'une des raisons pour lesquelles d'ailleurs malheureusement on perd Wardy et Antonio. Mais surtout du côté de La Rochelle, il y a eu le choix d'un bomb squad en 7-1 avec 7 avant et 1 3/4. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, si vous avez vu le match, mais j'ai l'impression qu'à un moment, Astoy prend un énorme carton à 15 minutes peut-être de la fin du match dans ses 30 mètres sur un ballon qui joue. Et à partir de là, j'ai l'impression que Astoy est commotionné ou en tout cas il est sorti de son match. Il te met 2 jeux au pied direct en touche et il y a une pénalité, il y a 2 pénalités qui ratent et un drop aussi. Et
Et je pense que ce choix, du coup, tu joues avec un ouvreur qui est pas bien, parce que Astaoy, il est pas bien sur la fin du match. Et je pense que ce choix est un peu préjudiciable pour La Rochelle. Et il y a autre chose que je vais vous partager, et j'espère que vous allez me l'expliquer parce que je ne l'ai pas compris du tout. Il reste ces 10 minutes à jouer, La Rochelle a besoin de scorer. Ils sont dans les 22 mètres adverses, et généralement, quand tu es dans les 22 mètres adverses, tu essayes de rester entre la ligne des 15 et la ligne des 15, comme ça, si tu obtiens une pénalité, tu peux marquer. S'il marque, il passe devant. Et donc, tu essayes justement de rester dans cette zone. Et là, pour le coup, alors, un moment tu avances, un moment tu recules. Ça fait partie du jeu quand tu es sur des séquences où ça va être du jeu extrêmement direct, où tu agresses l'adversaire t'agresse, des fois tu perds du terrain. Et pour le coup, là, en regardant La Rochelle, ils sont allés toucher les couloirs à plusieurs reprises et en perdant du terrain. Et c'est quelque chose que je ne comprends pas. Si quelqu'un peut m'expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là, parce que je vous avoue que j'en ai aucune idée. Je ne comprends pas pourquoi ils ont essayé d'aller toucher les couloirs où ils sont exposés avec des sous-nombres à des moments. Tu as des sous-nombres offensifs et ils se sont exposés dans ces zones-là. Et même si tu obtiens une pénalité en coin, c'est quand même beaucoup plus dur de la passer quand tu es au centre. Après, sur le combat, pour moi, La Rochelle fait un match qui est énorme. Ils peuvent très bien remporter le match. J'ai pas de souci là-dessus. Et je pense que c'est un match qui fait du bien dans la tête parce qu'ils le font sans Skelton. Ils ont quelques absents aussi. Et je pense sincèrement que La Rochelle est en train de monter en puissance. Et notamment leur troisième ligne, Boudéan et Gégou. Gégou, moi, j'y crois pour l'équipe de France. L'autre match concernait l'ASM qui se déplaçait à Basse sur le terrain de Finn Russell. Ils se sont fait ouvrir et ils ont pris un carton rouge à la 24e minute. Et là, je vais pousser un coup de gueule contre l'arbitre et contre la réalisation. Attends. C'est pas pour le carton rouge que je vais pousser un coup de gueule parce que je suis intimement persuadé qu'il faut sanctionner tous les contacts à la tête. Alors là, le contact à la tête est vraiment léger. Je crois que c'est avec l'avant-bras ou une partie du bras, etc. Alors qu'il y a un premier contact avant. La plupart des arbitres devraient donner un carton jaune ou une simple pénalité. Là, il y a carton rouge. Moi, j'ai pas de souci là-dessus. Par contre, ce genre de décision, il faut qu'elle soit appliquée à toutes les équipes en fait. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit lissé. Ça peut pas être juste sur un match comme ça, tu as une décision et puis le week-end d'après, tu es arbitré autrement. Non, là où je vais être plus dur, c'est contre l'arbitre et la réalisation sur l'arbitrage où en fait, ils ont fait les Anglais ce qu'ils voulaient dans les rucks. C'est-à-dire qu'à des moments, mec, il arrive, il pose 4 appuis au sol, il commence à contester le ballon. L'arbitre, il est là, lâchez le ballon. Et puis au bout de 2 secondes, le mec lâche le ballon. Mais tu as une sortie lente. Tu joues à 14 contre 15, c'est déjà dur de trouver des espaces. Mais en plus, eux, ils ont le droit de te ralentir les ballons et tu n'as que des sorties lentes. Mais c'est un match qui est impossible à jouer. Donc ouais, à mon avis, les mecs de l'ASM, ils étaient archi énervés et ils ont raison. Et de l'autre côté, c'est la réalisation. Ils t'ont pas remontré une seule fois ces actions. Bref, Basse, c'est une destination à oublier pour vos vacances. La meilleure destination pour moi, c'est Exeter. Dans la poule 1, l'UBB a écrasé Exeter. Et elle prend les commandes devant Toulouse. On va même pas parler du match parce que quand tu mets 70 points à une équipe, franchement, c'est pas marrant. Mais Toulouse était en déplacement aux Sharks en Afrique du Sud. Donc tout le monde attendait ce duel au sommet. Siakol ici contre Antoine Dupont et tatati et tatata. Et tout le monde a été déçu du match de Toulouse. Parce qu'ils ont fait beaucoup de fautes de main, parce que les conditions climatiques, l'humidité. Ben bien sûr, en fait, tu te déplaces pour jouer à l'étranger. On va en parler là, ça à la fin, en fait, du nombre de matchs que nos Bleus font à l'étranger dans l'autre hémisphère. Donc chez les Sharks, beaucoup de champions du monde sud-africains, mais aussi une grande partie de blessés. Donc c'était pas une équipe au complet. En revanche, eux, ils en ont rien à branler. Ils jouent tout à la main. Ils ont joué toutes les pénalités à la main. Et j'ai lu des commentaires, oui, mais alors ils respectent pas le jeu. C'est pas ça. En fait, c'est qu'ils ont cette volonté de jouer. Ils décident de jouer, un point basta. Ils se sont dit, ce match, on le joue. On joue contre la meilleure équipe, le meilleur club du monde, sûrement. Et ben en fait, on a envie de répondre par le jeu. Donc match avec beaucoup d'intensité et beaucoup de jeu. Les Toulousains, et je crois qu'ils font très en avant. Il y a énormément de fautes de main. Ils peuvent scorer plus. Ils ne le font pas et ils gagnent le match. Mais par contre, ils gagnent le match sans points de bonus. Et là, ça veut dire que la semaine prochaine, si l'UBB prend 5 points, Toulouse terminera quoi qu'il arrive seconde sa poule. En quoi ça a une importance? Si tu termines premier de ta poule, tu es sûr de recevoir jusqu'en demi-finale. Et c'est ce que Antoine Dupont rappelle. Si Bordeaux prend 5 points le week-end prochain, on sera deuxième. Forcément, ça y joue. On savait que ce déplacement serait compliqué. On l'avait coché dès le début du calendrier. On a essayé de mettre en place tout ce qui était possible pour être les meilleurs possibles. Mais ça n'a pas suffi ici. Même si on a gagné, car ce point aurait été hyper important. Il y a 2 ans, à Sale, on n'avait pris que 4 points. À l'époque, on s'en était satisfait et on perd la demi au Leinster 3 mois après. Donc on verra ce que l'avenir nous réserve, mais pour le moment, nous concentrer sur nous et préparer ce gros match face à Leicester. Donc ouais, ça veut dire que Toulouse, potentiellement, pourrait aller faire un déplacement en quart de finale au Leinster. On verra plus tard le tableau, hein. Ça sera la semaine prochaine. Mais en gros, ça veut dire qu'ils auront un match pas facile. Dans la poule 3, le Stade Français, après avoir pris un 21-0 en 18 minutes, est revenu dans la partie pour gagner le match 45-35 avec un vrai match de rugby, parce que quand tu vois l'entame, je me dis, mais c'est qui les pélos qui ont payé leur place pour aller voir le Stade Français prendre une branlée à domicile? Bah
fait, en voyant le match, moi aussi j'aurais bien aimé payer ma place. À mon avis, ça leur fait un sacré bol d'air pour oublier un peu le top 14 où ils sont 13e. La semaine prochaine, ils vont en Afrique du Sud chez les Bulls et s'ils gagnent, en fait, ils peuvent se qualifier. C'est quand même chelou, hein, cette compétition où en fait, tu peux être naze et te qualifier. Cass, de son côté, a atomisé les Bulls et ils vont aller jouer les Saracens la semaine prochaine. Leur qualification aussi pour Cass. Dans la poule 4, moi, Toulon m'a impressionné avec un bat serein qui est magique. Et ouais, franchement, là, quand tu le vois jouer comme ça, mais il est intouchable. Et tu comprends pas qu'il soit pas en équipe de France. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. J'en parlerai mercredi, là, quand ça va sortir. Mais Baptiste Serin, c'est pile ou face, en fait. C'est ça le truc. Ils ont tué le match en une mi-temps en mettant un 26-0 au Harlequins. Ils ont réussi à scorer sur chacune de leurs incursions. Et en revanche, les Queens, mais c'est juste génial de les voir jouer. Ils jouent tout à la main. C'est juste impressionnant. Alors, c'est Smith, leur ouvreur. Et alors, c'est Rugby Rama. Il y avait des journalistes qui disaient que, ouais, ils avaient du mal à comprendre le plan des Harlequins. Pourquoi est-ce que ça joue à la main et quand ça arrive dans les 50, ça tape au pied. En fait, c'est vachement plus facile d'attaquer quand tu es proche de ton embut puisqu'il y a de la couverture adverse. Et donc, tu déplaces le ballon. En revanche, quand tu arrives au centre du terrain et que tu commences à avoir une sortie lente, plutôt que de prendre une pénalité ou éventuellement de prendre la pression dans cette zone, il vaut mieux aller jouer un duel 50-50 sur les 22 mètres adverses en l'air. Alors le score à la mi-temps, il est archi sévère et clairement le match il aurait pu avoir une toute autre physionomie. Et il y a un joueur qui a été énorme dont on va parler mercredi sûrement, moi je le vois bien revenir en équipe de France, c'est Esteban Abadi. Il remplaçait Charles Olivon, mais waouh, dans le combat il a été monstrueux. Facundo Isa, le 8 de Toulon, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu comme ça. Il t'a posé des culs, mais il a assis les mecs par terre. Hein. Il a inventé les combos comme dans Street Fighter. Puff, puff, puff. Il te les a assis les uns après les autres. Impressionnant. L'autre équipe de la poule, c'est le Racing 92 qui allait prendre un 29-19 à Glasgow. Alors le score est flatteur pour le Racing, je vous le dis clairement. À la 71e minute, il y a 29-7 pour Glasgow. Après, le Racing met 2 essais. Mais à part ça, il n'y a rien. Le Racing n'a pas gagné un match depuis le 7 décembre dernier, je crois, c'est ça. Mais le pire, c'est qu'ils peuvent quand même se qualifier. Parce qu'en gros, tu as Toulon et Glasgow qui sont premiers et deuxièmes à 13 et 12 points, il me semble. Et ensuite, toutes les équipes sont à 5 points, sauf le Racing à 4 points. Donc la semaine prochaine, ils gagnent, ils se qualifient. Mais c'est vraiment un championnat, c'est n'importe quoi. Et maintenant, la question qui fâche. Antoine Dupont, qui est quand même considéré comme l'un des qui est le meilleur demi de mêlée du monde, n'a joué que 2 fois dans l'hémisphère sud. Une fois, c'était en 2017 où il joue 25 minutes en Afrique du Sud avec l'équipe de France et il a joué ce week-end avec les Sharks. Alors la question, c'est que nos internationaux, du coup, ne jouent jamais dans l'autre hémisphère. Est-ce que c'est possible de préparer correctement des échéances internationales et surtout une Coupe du Monde si les joueurs ne sortent pas de leur confort? Puisque quand tu vas à l'étranger, notamment dans l'hémisphère sud, c'est une autre culture, c'est d'autres températures, c'est un autre public, c'est aussi peut-être une autre pression sur les arbitres, une autre façon d'arbitrer, même si l'arbitrage est censé être lissé partout. Quand tu compares aux autres équipes de l'hémisphère sud, elles viennent et elles jouent le jeu à chaque fois sur les tests de novembre. Tu compares les autres nations, l'Angleterre, l'Irlande, toutes les équipes jouent le jeu pour aller dans l'hémisphère sud. On en revient évidemment au top 14, où oui, c'est le seul championnat rentable du monde, mais là je ne parle pas de championnat rentable dans le monde, je parle juste de notre équipe de France où nos joueurs ne sortent jamais d'Europe. Comment est-ce qu'on peut faire pour aller performer en Australie si tu vas me dire une grosse prépa mentale et on va leur faire quoi, de la réalité virtuelle où on simule, on les met dans un sauna et on simule les conditions en Australie. Et ça, je suis curieux que vous me donniez votre avis sur le sujet. Et la dernière fois, je posais la question, personne ne m'a répondu dans les commentaires. J'aimerais bien, si quelqu'un a des infos, est-ce que les joueurs qui sont premium, qui sont censés être protégés pour ne pas jouer trop de matchs, une fois qu'ils sont blessés et ne participent pas au match du 15 de France sur la tournée d'automne ou le tournoi destination, peuvent aller matcher l'été? C'est des questions que je pose parce que tu pourrais rétablir du coup une certaine homogénéité dans la préparation et le fait d'aborder ces compétitions. Voilà, c'était la petite question de la fin. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. N'hésite pas à partager, à commenter comme d'habitude. Et puis, on se revoit mercredi pour la sortie de la liste. Topette l'ami!